c'est tout. 12 décembre 2025. 4e année, jour 292 depuis le début de l'invasion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous salue. Pour le rapport de situation quotidien, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons de vastes gains territoriaux ukrainiens près de Kupiansk avec la reconquête de plusieurs localités. Série d'incendies et de frappes sur des infrastructures industrielles, énergétiques et militaires russes jusqu'en Crimée, ainsi que des avancées russes près de Siversk et plus encore. À Tyumen, un important incendie s'est déclaré près de la centrale thermique. D'après les premiers rapports, il s'agirait probablement d'un réservoir de chauffage en feu et non d'une installation importante. On ne sait pas encore s'il s'agissait d'une attaque de drone ukrainienne ou si quelqu'un sur place fumait. À Orsk, une zone industrielle est également en feu, où se trouvent de nombreux fournisseurs pour l'armée russe. Aucune attaque de drone n'a été signalée ici non plus. Cependant, un acte de sabotage ne peut pas être exclu. Ce n'est pas possible que presque chaque jour, quelque chose brûle et qu'on l'attribue toujours à une faute interne. À Yaroslav, une raffinerie a été touchée. Cette fois, ce sont des drones ukrainiens qui ont provoqué l'incendie. Là où ça brûle aussi, c'est ici. Un quart de notre objectif de don a déjà été atteint via PayPal. Combien ont déjà fait un virement ? Je dois me renseigner. Vous êtes formidables, continuez. J'offrirai un drapeau War and Tactics signé au plus grand don individuel. Et comme les dons sont directement transmis à Ukraine Hilfe Berlin, ils sont également déductibles des impôts. Pour chaque nouvel abonné, je donne personnellement 4 centimes de plus, donc ça ne vous coûte rien de plus. Saviez-vous qu'une BMW série 5 peut servir à lancer des roquettes ? Non, vous le savez maintenant, car la 114e ukrainienne, la brigade d'infanterie fait maintenant des trucs russes. Ils ont monté un lanceur de roquettes non guidé sur une voiture pour pouvoir tirer des roquettes non guidées. Quelle phrase. Vous savez que je n'en pense rien, mais si je montre toujours les étranges bricolages russes, je dois faire pareil pour l'Ukraine. Au fait, j'ai dû censurer l'image à cause de YouTube. Vous pouvez trouver la vidéo et l'image non censurée sur ma chaîne Telegram, comme d'habitude. À Kupiansk, nous voyons quelque chose d'inédit depuis longtemps. Un gain territorial majeur pour l'Ukraine, libérant pour la première fois depuis des années une ville ainsi que les localités voisines de Kinrashivka et Radkivka. Cependant, dire complètement libéré n'est pas tout à fait exact. Nous allons examiner la situation dans un instant. Le résultat est si impressionnant que Zelensky s'est déplacé à Kupiansk pour y faire un reportage. Savez-vous ce qui est statué le plus beau ? Il se tient dans la ville que Poutine a présentée comme entièrement conquise depuis près de 2 semaines. Vous souvenez-vous qu'il avait demandé aux agences de presse internationales de s'y rendre si on ne le croyait pas, et que personne ne l'a fait. Heureusement, c'est compréhensible, car avec les mêmes infos, on se serait aussi ridiculisé. Observons la situation. Dans les derniers rapports de situation sur cet endroit, j'ai expliqué que les Ukrainiens attaquaient un Tétassé directement depuis l'ouest et essayaient de repousser les Russes et Petivo vers l'est. L'entreprise a réussi à repousser l'ennemi. Le ravitaillement bloqué, les soldats russes venant du sud ont été encerclés, tandis que ceux du nord ne pouvaient pas se relayer. Le groupe attaquant était donc coupé des forces principales et se trouve en partie dans le centre-ville. Nous allons le revoir tout de suite sur la carte. Pour empêcher les Russes de rejoindre les soldats qui viennent encore d'être coupés, on les a repoussés vers le nord et attaqué en même temps les localités de Radivka et Kindrashivka afin de ne leur laisser aucune possibilité de retraite. Ensuite, l'évacuation de Myrne ainsi que du quartier nord-ouest de Kubjatsk a eu lieu. Actuellement, les unités ukrainiennes se concentrent sur la localisation et la neutralisation des positions russes restantes dans le centre-ville, où certaines unités russes se sont repliées. Les combats se poursuivent de toujours, notamment dans ces 2 zones où se trouvent encore des soldats russes, rassemblés ici, et qui sont actuellement en train de négocier une capitulation. Hagen, je pense qu'ils ne capituleront que lorsqu'ils n'auront plus de munitions, ou s'ils sont intelligents et comprennent la situation. Parce qu'une retraite ou une jonction avec les autres unités là-haut est quasiment impossible, étant donné qu'il y a des unités ukrainiennes tout autour. Les Russes ont été repoussés à peu près à ce niveau. Kalinov serait toujours sous contrôle russe. Deep State parle d'une zone grise, mais je pense que c'est bien contrôlé par les Russes, ici aussi. Cependant, il faut comprendre que les Ukrainiens ont continué d'avancer au-delà des limites de la localité. Ils ont avancé au moins jusqu'ici, toutes les géolocalisations étaient quelque part ici au milieu.
Des unités ukrainiennes des forces spéciales, de la garde nationale, du renseignement, du service spécial, de l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine des gardes frontières et de la défense territoriale de Kopiansk ont participé à l'opération. Cela signifie qu'énormément de moyens ont été mobilisés ici pour obtenir un tel gain de terrain. La colère des blogueurs russes est forte, certains sur place attribuant en partie la faute à la logistique. Et aussi des personnes comme Kouchelev, qui avait affirmé le contrôle total et l'encerclement de 15 bataillons ukrainiens en ville, ce qui n'a jamais eu lieu, comme je l'avais déjà signalé dans mon rapport à l'époque. C'est une chose impossible. Et il a même reçu la distinction de héros de la Russie de la part de Poutine pour cela. Et c'est vraiment très ridicule, surtout pour les soldats qui sont morts ici du côté russe et pour ceux qui se sont repliés d'ici. Et ils savent que la situation est tout à fait différente de celle qui est présentée dans leur pays. Près de Sévère, les Russes ont poursuivi leur avancée. Des drapeaux russes vus aux épingles vertes indiquent qu'ils ont atteint le dernier quart de la ville. Entre les localisations des drapeaux, il y a toujours des soldats ukrainiens, notamment ici au niveau du pont, car il y a eu aujourd'hui une frappe aérienne russe à cet endroit. Je pense que la ville sera sous contrôle russe au plus tard dans une semaine. Ici, contrairement à d'autres endroits, il y a peu d'indices de contre-attaque ukrainienne ou d'efforts pour repousser les Russes. Zelensky n'était pas le seul à s'être rendu sur le front. Le propagandiste russe Soloyov est apparu publiquement depuis la région de Pokrovsk, qui, selon mes cartes, est déjà largement sous contrôle russe ou considérée comme une zone grise. On observe à peu près la même situation chez d'autres également. Ce qui frappe, ce n'est pas tant le contenu propagandiste de son intervention, mais plutôt le lieu lui-même. D'habitude, il fait ses reportages depuis ses studios. Et ce, dans l'arrière-pays russe, donc quelque part près de Moscou, et il apparaît très rarement à proximité immédiate du front, ou même près de l'Ukraine. Sa présence actuelle à Pokrovsk, l'un des principaux théâtres de guerre, est donc notable et suggère que la Russie juge la zone assez sûre pour y organiser des mises en scène médiatiques. Ces apparitions servent souvent à envoyer des signaux politiques internes et à mettre en avant les progrès opérationnels. Surtout s'ils se trouvent ici quelque part en ville, et même assez au centre de la ville. On peut alors supposer que les drones ukrainiens ne survolaient plus cet endroit ou que le danger est considéré comme trop faible. Sinon, quelqu'un comme lui ne s'y rendrait jamais. Ce qui signifie pour nous que les Ukrainiens ont probablement perdu le contrôle, y compris le contrôle des drones, ici au sud de la ville. S'il peut se faire photographier là-bas en plein jour, et pas même à couvert, mais à un endroit ouvert. Près d'Odessa, un navire civil a été touché par un missile balistique russe et a pris feu. Le ferry navigue apparemment sous pavillon turc. La Russie cherche ainsi à accroître la pression sur la Turquie pour qu'elle intensifie la sienne sur Kiev. Imposer un cessez-le-feu limité en mer Noire pour permettre aux navires russes d'y circuler librement. C'est possible, puisqu'ils se sont vus aujourd'hui. Selon les médias, Erdogan a insisté lors de l'entretien pour un cessez-le-feu limité, qui devrait notamment exclure les attaques contre l'énergie, les infrastructures et les ports maritimes. Aucun autre détail sur d'éventuelles promesses ou réactions de Moscou n'a été communiqué. Les médias russes rapportent qu'un drone ukrainien a touché un avion de transport militaire de type Antonov 26 sur la base aérienne de Katcha, en Crimée occupée. Selon ces informations, l'avion a été touché directement sur la piste. Il y aurait eu des morts et des blessés au sol, apparemment parmi les membres d'équipage ou le personnel de la direction de la base. Bien sûr, il n'y a pas de confirmation officielle du ministère russe de la Défense, mais nous avons les images du drone ainsi qu'une confirmation. L'un des canaux les plus fiables du côté russe en ce qui concerne l'aérospatiale. Il s'agit bien sûr de Fighter Bomber. L'attaque signalée a coïncidé avec l'alerte aérienne locale. Un canal de surveillance russe avait déjà lancé une alerte pour la zone de la base aérienne de Katcha. Il était donc connu qu'il y avait cela. Landwang 6 avions de transport militaire soviétique reste essentiel pour la logistique militaire russe actuelle. Elle est utilisée pour le transport de personnel, d'équipements et de fournitures, en particulier vers des bases avancées. Selon les plateformes open source Oryx, la Russie a perdu au moins 3 de ses avions par destruction ou endommagement au cours de la guerre. Il faut surtout préciser que le drone était télécommandé. Il ne s'agissait donc pas d'une attaque à longue distance où l'on indique les coordonnées d'une position de stationnement d'avion et où l'on espère simplement que l'avion s'y trouve toujours au moment de l'attaque. Fighter Bomber est aussi énervé en ce moment par la situation. Il se demande pourquoi on utilise des aérodromes à portée des drones ukrainiens, toujours sans défense efficace. Citation. Pourquoi continuer à voler ? C'est absurde quand l'alerte aérienne est lancée.
Pourquoi est-il si sacrément important que cet avion doive décoller pendant une attaque connue? Pourquoi les équipages se trouvent-ils dans les avions pendant une attaque de drone, et non dans les abris? Le résultat était prévisible et inévitable. Fin de citation. Il a tout à fait raison. Je miserai sur l'ignorance et l'arrogance, mais il y a bien sûr d'autres bonnes raisons. Par exemple, s'il manque d'abris pour protéger les avions des drones. On les fait décoller pour éviter qu'ils soient touchés, car au sol ils sont très vulnérables, surtout à l'arrêt. Mais si cela dure trop longtemps, le résultat devient inévitable. Un merci spécial aux membres de la chaîne Algoku, en particulier au lieutenant-colonel Renek et à Robert. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires et à la prochaine mise à jour.